Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le samedi 7 mars et voici les titres que nous développerons ce soir. Les fans l'attendaient avec impatience, la Formule 1 est de retour pour commenter cette nouvelle saison qui démarre en Australie et les qualifications qui ont eu lieu ce matin. Nous recevrons Jérémy Gauthier, youtubeur spécialisé en F1. Voix parfois tremblotante, 10 lycéens ont fait preuve de beaucoup de courage et d'audace pour se démarquer lors du concours d'éloquence hier, les temps forts dans un reportage à venir. Aux États-Unis, notre correspondant permanent nous emmènera à la découverte des actions de la Fondation Princesse Charlène à San Francisco. Là-bas, vous le verrez, des centaines d'enfants défavorisés sont accompagnés. Et puis, les bébés, eux, apprennent la gymnastique. Une de nos équipes a assisté à une séance de baby gym. Mais d'abord en football, Monaco s'est offert une victoire capitale face au PSG. Pour la première fois de la saison, les Rouges et Blancs ont fait tomber le leader du championnat chez lui en s'imposant 3-1 grâce aux concrétisations d'Akliouche, de Golovin et de Balogun. 3 points empochés donc lors de ce 100e duel en Ligue 1 devant les quelques 700 supporters monégasques présents au Parc des Princes. À Melbourne, Charles Leclerc sera 4e sur la grille de départ du Grand Prix d'Australie demain, le premier de la saison. Pour parler de ce championnat du monde 2026, nous sommes en ligne avec Jérémy Gauthier, que vous connaissez aussi sous le nom de Monsieur Loop sur YouTube. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. La saison de F1 a démarré ce week-end à Melbourne. Quelle est votre réaction sur cette grille de départ ? Le Français Isaac Hadjar a signé la 3e place. Charles Leclerc juste derrière, 4e. Ouais, c'est plutôt un bon départ. Juste en préambule, rappeler quand même que la Formule 1 vit, selon moi et selon la plupart des observateurs, l'une des plus grandes révolutions techniques de son histoire récente. D'habitude, on a une révolution réglementaire au niveau du châssis ou de l'aéro, ou alors du moteur. Et ben là, on a les deux. Et donc, à partir de ce moment-là, tous les ingénieurs des équipes sont obligés de repartir d'une feuille blanche. Tout ce qu'ils ont appris ces dernières années sur la conception des monoplaces, eh bien, ils doivent tout mettre à la poubelle et repartir justement d'une feuille blanche. Ce qui occasionne un style de pilotage qui est complètement différent parce que là, on a une motorisation qui consacre la batterie et l'énergie. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est tout à fait différent. Et du coup, ça occasionne aussi un changement dans les hiérarchies. Et là, on a vu typiquement sur cette séance de qualification de ce matin pour le Grand Prix d'Australie, une écurie Mercedes qui est en patronne, tout simplement, avec George Russell qui signe la pole devant Kimi Antonelli, son coéquipier, avec un boulevard d'avance, il faut bien le dire, sur Isaac Hadjar, 3e, qui a réussi à sauver les meubles un petit peu pour Red Bull, puisque Max Verstappen, on le sait pas encore tout à fait, mais semble être parti à la faute en tout début de séance de qualification. Donc, il sauve les meubles pour Red Bull, Isaac Hadjar, pour sa première course chez les Autrichiens, c'est quand même une très belle perf. Et puis, pour Ferrari, Charles Leclerc en 4e position. Visiblement, quand on écoute Charles après cette séance, on est un peu mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire qu'on est plutôt content du développement de la voiture. On semble partir sur une base très saine. En revanche, l'écart par rapport aux deux pilotes Mercedes est conséquent. Et ça, je pense que ça l'a un petit peu déçu. Qu'est-ce qui va être différent cette saison ? Vous l'avez un petit peu évoqué. Il y a aussi de nouvelles écuries, donc 11 au total et 22 pilotes. Oui, donc comme je vous le disais, l'un des plus grands changements de l'ère moderne dans la technologie Formule 1 en règle générale. Jusqu'à 2025, entre 2022 et 2025, on était sur une conception aérodynamique, ce qu'on appelle à effet de sol, c'est-à-dire que le travail sur l'air, sur le flux d'air pour essayer de rendre la voiture rapide en courbe, se faisait par le dessous de la monoplace. Et ben là, maintenant, on a une aire réglementaire qui consacre beaucoup plus le travail sur l'aileron avant, sur l'aileron arrière et sur la monocoque. Donc ça, c'est sur le plan de l'aérodynamique. Sur le châssis, on change aussi du tout au tout parce qu'on a des voitures plus petites, plus étroites, plus légères. Le tout, c'est d'essayer de revaloriser le combat rapproché en Formule 1 qui a perdu un petit peu de sa superbe ces dernières années. Et puis surtout, on a une révolution moteur. Il faut savoir que la Formule 1 a une motorisation hybride depuis 2014, mais que cette hybridation est à hauteur de 80% thermique, 20% électrique, et que là, on a vraiment rééquilibré les choses en 2026, c'est-à-dire qu'on est à hauteur de 50% thermique, 50% électrique, avec une composante supplémentaire, c'est qu'on a l'introduction de biocarburants
100% durable qui a été introduite du coup par la Formule 1 pour essayer d'atteindre un objectif de zéro carbone en vue de 2030. Donc, comme je vous le disais en préambule, pour les pilotes, ça change totalement la donne parce que sur un tour, ils vont être obsédés par la recharge de la batterie, le bon moment pour la déployer. On aura une gestion de course et une gestion de tour chronométrée qui sera totalement différente et on l'a vu déjà ce matin. Et puis, comme je vous l'ai dit, pour les ingénieurs, c'est repartir d'une feuille blanche avec des concepts qu'il faut totalement remettre en cause. Un mot quand même sur le Grand Prix de Monaco, ce rendez-vous toujours phare de la saison. La FIA a fait marche arrière au niveau du règlement. Elle contraignait chaque écurie à s'arrêter 2 fois pour dynamiser la course. Est-ce que c'est une bonne idée d'après vous de faire marche arrière ? Alors, c'est une bonne idée dans le sens où, effectivement, la course de l'année dernière avait été, il faut bien le dire, assez soporifique de ce point de vue-là, parce qu'on avait tenté, comme vous le dites très justement, de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour justement dynamiser un petit peu les courses. Cette stratégie à 2 arrêts, en fait, a créé des effets pervers supplémentaires parce que, on va pas rentrer dans les détails, mais ça permettait, si vous voulez, de créer un bouchon supplémentaire sur les rues étroites de la principauté, et donc il y avait un effet train-train qui était encore plus accentué. Le vrai problème, si vous voulez, par rapport au Grand Prix de Monaco et la Formule 1, c'est pas que le Grand Prix de Monaco n'est plus adapté à la Formule 1, c'est que la F1 actuelle n'est plus tellement adaptée à Monaco et que donc il fallait, et c'est ce que je disais en préambule, réduire la taille des monoplaces. Et ça, c'est un point absolument crucial. Si vous avez des monoplaces plus petites, plus légères, plus agiles, vous avez peut-être plus de chances de voir des manœuvres de dépassement et de l'action en piste, y compris sur le circuit de Monaco. Peut-être pas dès cette année parce que les monoplaces gagnent à être encore un peu plus petites à l'avenir, mais je pense qu'il faut vraiment commencer par là. Merci beaucoup Jérémy Gauthier d'avoir apporté votre expertise sur notre antenne. Merci à vous. Vous avez pu le suivre en direct sur notre antenne hier. Le concours d'éloquence des lycéens de Monaco avait lieu au Conseil national. Les jeunes participants ont travaillé sur le thème d'Ego, E-G-O avec un O, à Ego AUX, imaginé à l'occasion de la journée des droits des femmes, un thème qui les a inspirés, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous allez comprendre pourquoi dans ce sujet de Théo Schumer et Marie-Ève B. Ils étaient 21, ils ne sont plus que 10. Le jury a dû faire une présélection des jeunes orateurs mercredi dernier, mais tous les lycéens qui ont concouru ont montré de brillantes qualités, tant sur la forme que sur le fond. Le thème du jour d'Ego, E-G-O à Ego, E-G-A-U-X, à la tonalité presque philosophique, ne pouvait que les inspirer. D'Ego à Ego, je dois avouer que moi qui ai pu participer à la première manche, ces jeunes élèves ont fait preuve de beaucoup d'imagination, de beaucoup d'énergie et surtout de beaucoup d'arguments. C'était fantastique. Mais il y en aura 3 qui vont se dégager et c'est ceux-là qui vont être récompensés. Les orateurs ont 5 minutes pour exprimer leur idée à partir du thème commun. Chacun est libre d'argumenter comme il le souhaite avec ses opinions, son expérience, des histoires ou des références. Seule contrainte, suivre les 4 critères définis par le jury, à savoir la clarté du discours, la qualité de l'argumentation, l'originalité et la capacité à s'exprimer sans lire ses notes. Dernier critère bien maîtrisé par le premier à passer au micro. C'est pour cela qu'existe la Journée internationale de la femme, pour se rappeler ces combats menés, pour se rappeler que rien n'est acquis, pour se rappeler qu'il faut continuer sur cette voie, afin que l'ego ne soit pas un frein, mais soit plutôt un moteur à l'égalité naturelle des êtres humains. Car c'est l'affaire de tous, car tous méritent d'être égaux. Merci pour votre attention. J'ai voulu faire passer l'idée que même si l'ego auparavant, l'ego de l'homme, a un peu fait barrière à cette égalité homme-femme, c'est justement aussi grâce à cet ego que des femmes ont su s'exprimer, ont su dire ce qu'il fallait dire et qu'on permet maintenant l'égalité homme-femme. Pendant qu'un orateur passe, les autres continuent à répéter en coulisses avec le soutien des camarades. La pression monte jusqu'au moment où la porte s'ouvre. La salle paraît grande lorsque tout le monde nous écoute. Prochaine candidate, Camilla Borea. Mesdames, messieurs, chers jurés, aujourd'hui nous parlons d'égalité. Mais quelle égalité ? Et il faut dire que des habitués de l'éloquence se trouvent parmi les jurés, comme le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. À la fin, la pression laisse place au soulagement. Camilla, tu viens de sortir. Comment ça s'est passé ? Alors, c'était un peu stressant au début, mais ça s'est bien passé et j'ai géré mon stress comme j'ai pu. Et au final, je me suis juste amusée. Après une courte pause de 30 minutes, le temps que le jury délibère, les résultats tombent. Le 3e prix est attribué à Chloé Boone. À vrai dire,
Mes mots ne suffisent jamais à convaincre que mon assurance n'est pas de l'arrogance. Le deuxième à Emma Konieski. Cher public de Monaco, nous le savons, vous êtes des résistants. Tandis que le premier prix est décerné à William Delfino Costa, grand vainqueur de ce concours d'éloquence du Power 2026. Et aujourd'hui encore, les femmes doivent souvent travailler 2 fois plus pour être reconnues 2 fois moins. On leur demande d'être fortes, mais pas trop. Audacieuses, mais surtout pas dérangeantes. Assez étonné et très content, surtout avec beaucoup de travail, et je suis très content de ma performance. C'est très stressant avec tout le monde qui nous regarde et tout ce jury, et je suis content d'avoir obtenu la première place et d'avoir fait des rencontres qui m'ont vachement étonné. Une nouvelle édition qui devrait donc laisser pour longtemps chez ces jeunes une douce saveur, celle des fruits d'un travail mené avec sérieux et implication. Félicitations à tous les lycéens pour leurs prestations. Il s'agit de la 3e cause de mortalité chez nos voisins français. Face aux accidents vasculaires cérébraux, il faut agir vite, très vite. Comment se passe la prise en charge des patients en principauté ? Le professeur Cassola a donné une conférence cette semaine, ce qu'il fallait en retenir avec Vanessa Dessy et Alex Avial. Un simple geste peut sauver une vie. L'association Monaco AVC se mobilise chaque jour pour mieux faire connaître l'accident vasculaire cérébral. Information du public, sensibilisation aux signes d'alerte, accompagnement des patients et de leurs proches. Une personne sur 4 sera victime d'un AVC au cours de sa vie. C'est le rappel lancé par l'association créée en 2021 par Steven Salzman, lui-même rescapé de 2 AVC. J'ai eu 2 AVC et j'ai constaté qu'après mon AVC, j'ai dû faire beaucoup de réhabilitation. Et ici à Monaco, je ne suis pas dans un club de 1. Il y a plusieurs personnes exactement comme moi. Et découvert, ils ont besoin d'être aidés. Et j'ai créé cette organisation officielle à Monaco parce qu'on veut répondre à les gens, pas seulement à Monaco, mais aussi à Menton, à Roquebrune, à Cap-d'Aille. Et j'ai constaté qu'il y a des vraiment solutions, mais les gens ne sont pas mal informés et j'espère de les informer. Je vous présente professeur Barbara Cassola. Barbara Cassola accompagne de nombreux patients de Monaco tout au long de leur hospitalisation et durant la phase délicate de l'après-AVC. Ces travaux régulièrement mis en avant par l'association soulignent l'importance d'une prise en charge rapide et spécialisée. L'apparition brutale d'une seconde à l'autre, c'est un des parties clés pour la reconnaissance des symptômes et c'est souvent une atteinte d'une fonction neurologique, que ce soit le langage, la force, donc un déficit, une paralysie du visage ou d'un membre et également un déficit sensitif ou un trouble de l'équilibre ou un trouble visuel, mais effectivement d'apparition brutale. Le fait de reconnaître les symptômes rapidement permet donc d'activer une filière et de préparer le terrain même avant que le patient ait mis ses pieds dans l'hôpital. Et donc il y a une étape essentielle dans la prise en charge de l'AVC qui est la réalisation de l'imagerie cérébrale où on pourra finalement distinguer les différents types d'AVC. Cette conférence a pu se tenir grâce au soutien de la Fondation Stelios, engagée aux côtés de l'association Monaco AVC pour sensibiliser le public et rappeler à l'importance d'une prise en charge rapide. Comme chaque samedi, il est l'heure de la chronique US. Nous vous faisions découvrir le mois dernier les programmes de natation mis en place en Floride par la branche américaine de la Fondation Princesse Charlène. Cap maintenant sur la Californie, où la Fondation s'est associée il y a 7 ans au YMCA de San Francisco. Ce partenariat a permis à plusieurs centaines d'enfants californiens défavorisés d'apprendre gratuitement la natation et la sécurité en milieu aquatique. Bastien Bourri. Le jour de la première leçon, pendant que les débutants se mesurent à leur propre appréhension, les maîtres nageurs adaptent déjà leurs consignes à ce que chaque enfant montre de lui-même. The emotional state of your students is very important when it comes to learning. If they're not fully there, they're focusing on other things, I try to have a conversation with them and try and see hey, how can I help? Trying to get them the support they need. Aux États-Unis, plus de 40 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit un Américain sur 10. Une proportion plus grande encore à San Francisco, ville chère, où des familles entières soutenues par le YMCA vivent avec l'équivalent de 2 000 € par mois, mais sans que cela n'entame l'assiduité des enfants. If you meet 3 times a week and you have to do drills and swim 90 minutes or 2 hours, whatever it is, that builds in a certain work ethic
in your mind, right? And you can take that kind of mentality into your schoolwork. You can take that kind of mentality into a job. You can take that mentality into any problems that you might encounter in your life, right? Because you build that good habit by swimming. The families that we serve, the kids, they don't have a whole lot, right? And they really learn to take care of themselves, right? If something bad happens, right, they pick themselves up, right? And when I see them, whether it's in our swim team or kids in our after-school program, right, they're very resilient, and they build that up just through the day-to-day things that they do. De l'Afrique du Sud à l'Inde, du Brésil au Japon, la Fondation Princesse Charlène et sa branche américaine sont actives dans une cinquantaine de pays, jusqu'aux États-Unis donc, où Thomas Horn, consul de Monaco à San Francisco, avait approché la direction du YMCA en 2019. It has allowed us to expand our reach, right? Because at the end of the day, to run programs, it's going to cost money, right? And so through Tom's support, through the foundation support, we've been able to really expand our reach, right? Make it available to more families, more youth to come in because we don't charge for it. Une gratuité qui s'inscrit dans un élan national vers une meilleure prise de conscience des risques. L'année dernière, sous la pression politique, l'État de Californie finissait par imposer des cours de prévention de la noyade dans toutes les écoles publiques. We do work with the city to make sure that our pools, not just this one, but the YMCA in San Francisco, we have 5 pools in the city, that they are accessible to the community for swim lessons, right? So we work with the city to make sure then is it more inner city youth or is it low income families that we can bring in. Car au-delà même de la natation, la moitié des jeunes Californiens de 6 à 17 ans ne participent à aucune forme d'activité extrascolaire, quels que soient les revenus de leur foyer. Les programmes de ce centre sont ainsi là pour favoriser leur inclusion sociale. They build a lot of self-confidence, a lot of social skills as well, not only with their family or friends, also with adults, teachers, basically all the people around them, just to know that they can trust people and just getting to know how to be a kid. Dans les années 1910, l'Amérique votait des lois d'exclusion contre les populations venues d'Asie qui se réfugiaient alors dans ce YMCA de San Francisco, dont les portes sont un siècle plus tard toujours grandes ouvertes. Retour en principauté pour découvrir la baby gym de la gymnastique pour les tout petits qui se pratiquent avant même l'âge de 2 ans. Ce n'est pas une particularité monégasque, mais ça reste très populaire chez nous puisque de nombreux parents ont fait le choix d'y inscrire leur bout de chou. Théo Schumer et Alexandra Paolini se sont rendus ce matin dans la salle du Femina Sport. Une initiation dès le plus jeune âge. Ce samedi matin, les petits gymnastes en herbe ont entre 3 et 4 ans. L'objectif n'est pas de faire de grands exercices, mais de découvrir la discipline tout en s'amusant. Ces enfants évoluent, comme vous pouvez le constater, sur un parcours de baby gym, un parcours de motricité, ludique bien évidemment, où on essaye de retrouver des grands verbes d'action, sauter, rouler, s'équilibrer, grimper, se faufiler, tout ça bien évidemment de manière ludique. Au programme, dans un premier temps, des échauffements avec de petits jeux de déplacement simples. Puis place au cœur de la séance avec le parcours fait de différents modules adaptés aux enfants, toujours sous le contrôle des 5 éducatrices. On est vraiment sur de l'initiation. Là, les enfants n'ont pas de consignes précises et particulières. Le tout, c'est qu'ils s'amusent, qu'ils suivent un parcours évidemment de motricité, bien entendu. Et par la suite, une fois qu'ils grandissent, une fois qu'ils ont fait la baby gym aux 3 ans, la baby gym aux 4 ans, ils ont la possibilité sur les 5-6 ans de continuer vers de l'initiation art du cirque. Et après, par la suite, une fois qu'ils ont 6 ans, 7 ans, il y a la possibilité pour eux de se spécialiser davantage sur tout ce qui est école de gymnastique, gymnastique artistique ou gymnastique acrobatique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la séance a plu, les enfants ont tous le sourire, comme Jayana. Raconte-moi le parcours. Qu'est-ce que tu fais sur ce parcours ? On passe les barrières, on saute les cerceaux. Ça te plaît ? Oui. Pourquoi ça te plaît ? Explique-moi. Parce que c'est bien de faire de la gym. Tu vas continuer après ? Oui. Oui, ça donne envie de venir tous les samedis ? Oui. Avant de refermer ce journal, coup de projecteur sur l'exposition Transmission. Elle est à découvrir jusqu'à mercredi prochain, le 11 mars, au Comité national monégasque situé au 10 quai Antoine Ier. Au programme, les œuvres colorées et éclectiques de Christian Bonavia et Dova. Christine Dapetit et Alexandra Paolini ont rencontré les 2 artistes.
Deux artistes, deux univers radicalement opposés, mais une même envie de partager et de transmettre. Portrait d'icône féminine du XXe siècle d'un côté, exploration d'un monde invisible de l'autre. Christian Bonavia et Dova confrontent leurs regards dans une exposition où la couleur devient un langage commun. Christian Bonavia met à l'honneur des figures, vous l'aurez compris, féminines qui ont marqué le XXe siècle par leur leadership et leur carrière flamboyante. Des portraits intenses, incarnés, qui célèbrent la force et l'audace. Le mode d'exécution, c'est plutôt genre pop art. Ça ressemble tout à fait à du pop art d'ailleurs. Bon, c'est très figuratif, très lisse. Que puis-je vous dire de plus sur mon œuvre ? C'est simple. Donc, c'est des portraits qui sont le plus ressemblants possible. Et sur chaque portrait, il y a un fond qui représente une partie de la vie ou les éléments principaux de la vie de la personne. Comment je les ai choisis ? Je pense que c'est évident. Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Maria Callas, je pense que c'est évident pour tout le monde. Dova, quant à elle, propose une plongée dans l'invisible. À travers la couleur et la matière, elle donne forme à une dimension plus intérieure, presque spirituelle, avec une technique bien à elle. Je pense que c'est spirituel, tout est spirituel, et c'est la sensibilité. Parce que quand tu sens les choses fines, dans le monde fin, et tu prends tout ça en arrière et tu vis, on peut dire, dans un autre monde. Tu ne vis pas sur Terre. Heureusement qu'il y a la Terre sous les pieds, et ça permet de ne pas s'occuper aux choses quotidiennes et vivre dans un autre monde. Et ça affinit l'esprit. J'ai inventé ma propre technique. Je peins avec les couteaux. Je les ai, je peux vous montrer. Je fais moi-même la peinture à l'huile. Je prends les pigments, je les mélange avec les liants parce qu'il me manque, dans la gamme présentée, il me manque les couleurs. Je les fais moi-même. Toutes les couleurs sont magnifiques. Il n'y a pas la couleur qui n'est pas jolie ou pas jolie. Ça dépend. Il y a la couleur pure et pas pure. Ça, c'est la différence. Mais toutes les couleurs, elles sont magnifiques. On peut faire n'importe quelle couleur très belle. Deux approches différentes qui pourtant se rejoignent par la puissance chromatique et cette idée centrale, transmettre une énergie, une mémoire, une émotion. L'exposition Transmission est à découvrir jusqu'au 11 mars au Comité national monégasque. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se quitte dans l'hémicycle du Conseil national où avait lieu hier un grand moment pour une dizaine de lycéens avec les images donc du concours d'éloquence que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info. Juste après la météo présentée par Théo Schumer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Passez une excellente soirée. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo. C'est un temps très nuageux qui nous attend demain. Ce sera pas si différent d'aujourd'hui, ce sera juste pire. Temps couvert le matin, l'après-midi et le soir avec également un peu de vent même si ça s'estompe. Vous savez qu'on a même eu du sable, du Sahara qui a remonté sur nous cette semaine. On en a fini avec cet épisode. Les températures, elles, seront comprises entre 13 et 15 degrés et nous fêterons la Saint-Jean ce dimanche. Non pas l'apôtre que l'on honore le 24 juin, mais le religieux portugais, celui qui a fondé l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, patron des malades, des hôpitaux et des infirmiers. Il est reconnu pour son dévouement exceptionnel aux indigents à Grenade en Espagne. Cette journée coïncide également avec la journée internationale des droits des femmes, bien sûr, qui se célèbre le 8 mars dans le monde et le 6 à Monaco. Excellente soirée avec nous.